Ah bah, ça doit démarrer normalement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Rebonjour à ceux qui étaient là juste avant avec nous sur le webinaire consacré à l'intelligence artificielle, à l'automatisation, aux outils numériques pour gagner du temps. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Ça y est, promis, c'est la dernière heure où vous me voyez. Après, je passerai la balle à Sébastien qui animera le dernier webinaire. Je suis Guillaume pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Je fais partie de l'équipe des Folies Web. Je suis responsable éditorial. C'est moi qui suis en charge de la programmation globalement des différents événements qu'on organise tout au long de l'année. Et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Valentin Decker, Abiré Sogoyou et Linda Trin sur ce webinaire un peu différent de celui de ce matin, puisque ce matin, vous avez spécifiquement parlé de LinkedIn avec Anne-Émilie. Là, on parle de personal branding, donc de marque personnelle. On va parler de LinkedIn, évidemment, puisque c'est le réseau sur lequel sont concentrés notamment Valentin et Linda, mais on parlera aussi un peu d'Instagram, puisque la marque personnelle, c'est pas que sur LinkedIn. Ça peut, on le verra juste après, mais servir sur tout un tas d'autres réseaux. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à sortir des questions LinkedIn si vous avez des questions sur d'autres réseaux. On sera bien preneur de ces questions-là et d'y répondre. Je me suis aventuré dans un texte que j'avais pas prévu, donc je reviens dans le droit chemin. Merci Linda, merci Abiré, merci Valentin d'être présents avec nous cet après-midi. J'ai pas vérifié si le son fonctionnait, mais a priori, il n'y a pas de grands messages d'alerte là dans le chat qui nous disent on ne t'entend pas, Guillaume, donc c'est très bien, tout fonctionne. J'ai des petits soucis de micro a priori cet après-midi, donc ça peut arriver que ça coupe. Je m'excuse, j'ai un petit rhume aussi, ce qui fait que je parle du nez. Donc je laisserai la parole au maximum à nos trois super intervenants. J'en ai profité pour vous partager un lien vers mon profil LinkedIn si ça vous intéresse, si vous avez des questions à la fin de cet événement, n'hésitez pas à venir me les poser. Et puis Linda, Biré, Valentin vous partageront aussi le lien vers leur profil respectif. Et n'hésitez pas non plus, pour ceux qui nous rejoignent, entre vous, à partager des liens dans le chat. Allez vous ajouter les uns les autres, discuter, échanger, réseauter. C'est aussi ça, les événements Folie Web, c'est de pouvoir se rencontrer et proposer ensuite des choses intéressantes, soit à ses clients, soit à ses partenaires. Un petit mot rapide du coup sur Feu de camp. Vous l'avez constaté, c'est 5 webinaires sur une journée aujourd'hui consacrés à vous, les indépendants. Alors je sais que parmi vous, il y a aussi des entrepreneurs, des salariés curieux parce qu'on a des thématiques qui sont assez larges. Mais voilà, on essaye d'aborder tous les sujets du jour avec un prisme solopreneur, indépendant, freelance évidemment. N'hésitez pas du coup à nous dire ce que vous faites dans le chat si ça vous intéresse. Ça nous permettra aussi de prendre des exemples un petit peu plus personnalisés. Si cet événement il est possible, c'est grâce à tous nos intervenants qu'on a depuis ce matin 9h30 et qu'on aura jusqu'à tout à l'heure 17h30. Alors je leur dis merci. Et puis je dis merci également à nos partenaires habituels chez FolieWeb que sont l'AFNIC avec notamment le programme Réussir.fr et Neocamino, mais aussi nos partenaires. Alors si vous me changez les slides en cours de route, ça va pas aller les loulous. Nos partenaires spécifiques sur cet événement, évidemment France Num, BPI France qui ont relayé, et puis tous les autres partenaires qui d'ailleurs nous font le plaisir de vous partager des offres spécifiques. Donc à la fin de ce webinaire, je vous partagerai un lien où vous pourrez accéder à la page avec toutes les offres de nos partenaires. Il y a à la fois des réductions, des bons plans, des prises de rendez-vous possibles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce petit lien à la fin du webinaire. Ils seront très contents et puis nous aussi. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Un petit mot pour vous rappeler, parce que bon, vous êtes là depuis ce matin pour certains, mais il y en a qui ne sont pas forcément attentifs, de bien poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite de la fenêtre. Le chat, c'est trop cool pour discuter, pour réagir, interagir, mais mettez bien vos questions dans l'onglet questions. Ça nous facilite la tâche à la fin du webinaire pour répondre et trier les questions auxquelles on a envie de répondre et surtout les questions auxquelles vous avez voté, parce que vous avez la possibilité de dire quelles sont les questions qui vous intéressent le plus. Et ça, c'est top parce que vous l'avez compris depuis ce matin, on est un petit peu short en timing sur une heure. Donc, on essaye de garder un quart d'heure de questions-réponses. On y répondra du coup à la fin de ce webinaire. Mais donc, mettez bien vos questions dans l'onglet questions. Et une dernière info, du coup, deux dernières infos. Vous aurez accès au replay de ce webinaire, évidemment, en vous connectant sur le même lien que celui sur lequel vous êtes connecté maintenant. Il suffira juste d'attendre la fin du webinaire. Et dès que le webinaire sera fini, il y a le replay qui va se charger automatiquement. Donc, gardez bien le lien sur votre ordinateur. Et cette fois-ci, on change un petit peu, vous l'avez constaté depuis ce matin pour ceux qui sont là. On ne vous enverra pas un support de présentation, puisqu'on a décidé de faire cet événement en format table ronde avec du vrai partage concret
sans support. Néanmoins, on vous a concocté une page Notion qui résume tous les événements de la journée, les points clés à retenir sur les différentes thématiques, les liens vers les replays et une petite liste d'outils, à chaque fois des outils qu'on mentionne et que vous n'avez pas toujours le temps de noter parce que, évidemment, même si on vous les partage dans le chat, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Donc, si vous voulez avoir accès à cette page très complète avec un récap de tout ce qu'on s'est raconté aujourd'hui, il faudra répondre à une petite enquête de satisfaction qu'on va vous partager là encore à la fin de ce webinaire. Si vous y avez déjà répondu dans la journée, vous n'avez plus besoin d'y répondre, il suffit d'y répondre une fois et on vous enverra ce lien-là dans la journée de demain. Voilà, j'en ai fini, pile poil en 5 minutes. Ça, c'est ce dont je viens de vous parler, la page récap, et je vous en reparlerai à la fin pour pas que vous oubliez. Donc avant de partir, voilà, n'hésitez pas à demander le lien vers le questionnaire de satisfaction et je vous le partagerai avec grand plaisir. Du coup, on parle de marque personnelle, de personal branding, comme on dit dans le jargon. Valentin, Abiré, Linda, merci pour votre présence. Est-ce que vous avez envie de dire un petit mot sur vous pour vous présenter, Abiré par exemple, pour commencer? Oui, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Aviré Sohoyou, je suis directrice de mon agence de communication qui s'appelle Karma. Pour la petite histoire, Karma c'est l'association des prénoms de mes enfants, Karl et Matt. Au-delà de mon activité de directrice d'agence, je suis aussi entre guillemets influenceuse où j'ai réussi à fédérer plus de 20 000 personnes sur Instagram. Donc moi, je vais pouvoir vous parler du personal branding côté Instagram et puis mes deux autres collaborateurs sur la partie LinkedIn. Trop cool, merci beaucoup Abiré, qui est aussi une intervenante occasionnelle ou régulière, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, mais chez FoliWeb, et donc vous avez peut-être déjà eu l'occasion de la voir sur certains de nos événements. Merci à toi pour ta présence, Linda, puisqu'a priori la courtoisie fait que je suis obligé de commencer par les femmes. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Linda Trine et j'aime bien dire que je suis une introvertie qui fait du bruit malgré elle. Parce que j'ai lancé un restaurant à Paris, donc au nom d'avocatariat, donc avec un concept assez innovant où on fait tous les plats à base d'avocat, donc ça soit du jus, des plats sucrés, plats salés. Et à côté, je communique beaucoup sur LinkedIn, donc je suis passée en moins d'un an et demi de pratiquement 200 followers à 12 000 followers. Donc, voilà. Trop cool, merci, merci Linda. Du coup, j'ai mis un lien vers Avocataria dans le chat et je vous encourage à goûter les frites d'avocat. Voilà, si vous passez par la gare de Lyon, n'hésitez pas, c'est juste à Merci. côté. Et pour le coup, c'est testé, approuvé. Je ne fais pas de la promo de choses que je ne connais pas. Valentin, est-ce que toi, tu fais pas de frites d'avocat a priori, ni de radio sur France Inter, mais est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur toi? Tout à fait. Donc moi c'est Valentin Decker. Alors moi j'écris sur Internet depuis 2016, donc ça commence à faire un petit bout de temps. J'ai commencé par des blogs et ensuite ça a pris différentes formes. Aujourd'hui j'ai une école d'écriture en ligne qui s'appelle Sauce Writing où j'enseigne la création de contenu surtout sur LinkedIn et puis j'aide aussi les freelances en écriture à vivre de leur activité. Et niveau contenu, je travaille le SEO de mon site tous les jours, donc pas mal d'articles de blog, et je publie un post LinkedIn par jour depuis à peu près 2 ans. Voilà. Trop cool. Je suis en train de préciser, mais du coup, tu as fini plus vite que moi parce que j'essaie de traduire les anglicismes et les termes techniques. Le SEO, pour ceux qui seraient pas à l'aise, c'est le référencement Le naturel. référencement, Si c'est ouais. un sujet qui vous parle pas, ça tombe bien, on en parle régulièrement chez FoliWeb, donc allez voir ce qu'on fait tout le reste de l'année et on sera ravis de vous en dire un peu plus. Du coup, je vous propose, il est 15h08, qu'on rentre dans le vif du sujet. Il faut que je garde l'heure sous les yeux, sinon je sais qu'on va être en retard parce que vous avez plein de choses passionnantes à nous raconter. Abiré, du coup, je m'adresse à toi avec ta casquette d'experte en com et je sais que tu accompagnes des boîtes, donc je me dis sur cette question, c'est toi qui sera la plus pertinente pour répondre, même si tout le monde pourrait répondre. Mais on parle de personal branding, de marque personnelle. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce que c'est et finalement quelle en est l'utilité pour des entrepreneurs et notamment des indépendants? Alors le personal branding, c'est l'art de se démarquer un peu sur les réseaux sociaux pour pouvoir mettre en avant sa personnalité, ses compétences, les valeurs qu'on a, les valeurs qu'on veut transmettre. C'est aussi un moyen de se positionner comme une référence dans le domaine dans lequel on est. Donc c'est vraiment une manière authentique de se connecter avec son audience et de trouver une audience en fait qui nous correspond plus et auquel on peut aussi refléter notre personnalité. En termes d'utilité, je dirais que c'est plutôt une manière de se distinguer par rapport à la concurrence déjà.
Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus de personal branding que de communication sur une propre marque pour un produit ou pour un service. Donc, c'est aussi une façon de se démarquer de la concurrence et de renforcer aussi sa crédibilité sur un secteur sur lequel on excelle et qu'on a une expertise qu'on veut mettre en avant. Et bien évidemment, on peut aussi, à travers le personal branding, ouvrir des opportunités et faire plus de collaborations ou en tout cas trouver une autre clientèle et se développer. Trop cool, merci. Tu as parlé d'authenticité, c'est un sujet dont enfin, sur lequel on reviendra tout à l'heure, notamment avec Valentin, parce que quand on a un peu préparé ce webinaire, on s'est dit, est-ce qu'il faut être authentique ou pas quand on fait du personal branding, et notamment quand on est sur LinkedIn. Du coup, on répondra à cette question tout à l'heure. Développer sa marque personnelle, du coup, c'est un investissement, market, com. Alors, il y a des gens comme Linda aussi qui prennent du plaisir, a priori, à communiquer, à raconter des choses, à transmettre, véhiculer des messages, évidemment, mais c'est un investissement, évidemment, en termes de temps et aussi, effectivement, en termes de formation pour certains, parce que c'est pas inné chez tout le monde que de savoir écrire, partager du contenu, communiquer, finalement. Et je vois souvent chez FollyWeb beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent pas se lancer, justement. Alors, on associe souvent personal branding avec LinkedIn, mais comme tu le disais tout à l'heure, on peut aussi parler d'Instagram et des autres réseaux sociaux, puisque finalement, on peut se vendre sur un peu n'importe quelle plateforme. L'essentiel étant d'aller là où il y a les gens qu'on a envie de rencontrer, hein, sa cible, a priori. Et souvent, notamment quand on parle de LinkedIn, on a beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent pas se lancer avec deux grandes raisons qui reviennent souvent. C'est un, le manque de légitimité en se disant est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour parler de ce sujet-là et est-ce que finalement je ne prends pas un risque de m'exposer et de me prendre des taquets dans la figure, hein, finalement. Et l'autre point, c'est je ne sais pas vraiment ce que je vais raconter parce que j'ai conscience qu'il faut une certaine régularité et à mon sens, quand on a raconté 3 choses sur mon secteur d'activité, on a vite fait le tour. Valentin, Linda, vous êtes, voilà, je dirais, très régulier sur LinkedIn. Valentin, tu disais, tu publies très, très, très régulièrement. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, toi, ce syndrome de l'imposteur? Linda, je sais que c'est un sujet qui l'a tracassé à un moment, donc on prendra le témoignage de Linda aussi. Mais comment on passe justement ce syndrome-là, ce sentiment qu'on ne va pas être à la hauteur de ce qu'on doit raconter? Ouais, c'est un gros sujet. Moi, je pense que le syndrome de l'imposteur, on le ressent tous à un moment. Je pense que je connais personne qui ne l'a pas ressenti. Je pense qu'il disparaît jamais. Par contre, et moi, je trouve que c'est un sentiment qui est très sain et qui témoigne que on est une personne saine d'esprit et qu'on va pas s'inventer une vie et qu'on va pas s'inventer expert d'un sujet alors qu'on ne l'est pas. Moi, je trouve que le syndrome de l'imposteur, c'est un super moteur quand on l'utilise en se disant il faut que j'apprenne, il faut que je progresse, il faut que je devienne meilleur sur mon domaine. Donc moi, je l'ai vu comme ça au début. Je l'ai vu comme ok, je me lance, je suis pas crédible, personne ne me connaît. Donc, c'est à moi d'aller bosser pour combler ce déficit-là, en sachant que, voilà, comme je disais, hein, tout le monde le ressent, tout le monde le vit, et donc voilà, c'est un sentiment auquel plein de gens peuvent s'identifier. Et moi, je trouve que le gros truc qui fait la différence, notamment quand on parle de contenu, c'est de changer de posture. Quand on démarre, et je pense que c'est aussi, pour le coup, je pense que c'est l'une des dérives du personal branding, et pour en parler, c'est que on est très centré sur soi, sur qu'est-ce que moi je peux donner, qu'est-ce que moi j'ai à apporter, qu'est-ce que moi j'ai d'intéressant à raconter. Mais on oublie que communiquer, créer du contenu, c'est d'abord aller parler aux autres. Et donc moi je trouve que la création de contenu, le personal branding, c'est d'abord un travail d'empathie. Et le meilleur moyen d'avoir des trucs à raconter, c'est de s'intéresser profondément à qui est-ce qu'on veut s'adresser. Donc moi, un exercice tout simple que je recommande à tout le monde, c'est vous prenez 1 heure, vous réfléchissez à ok, qui est ma cible, à qui est-ce que je veux m'adresser, et vous listez 10, 20, 30 questions que se pose cette personne au regard de ce que vous proposez. Et là, ça va vous donner des pistes et des angles et des idées de contenu dans tous les sens. Et en fait, ce changement de posture, plutôt que de dire ok, qu'est-ce que moi je peux partager, qu'est-ce que moi j'ai d'unique à raconter, versus qu'est-ce que je peux expliquer pour aider cette personne, ou comment est-ce que je peux aider cette personne à résoudre une question qu'elle a ou à résoudre un problème qu'elle a, je trouve que ça dédramatise les choses. On n'est plus la personne centrale, mais c'est l'autre. On est là pour aider l'autre. On est là pour être utile. Et je trouve que ça change, ça dédramatise.
Ah, trop cool. Linda, toi, c'est un sujet dont on a parlé un peu par téléphone avant ce webinaire aussi, ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Là, Valentin nous a beaucoup parlé, presque de stratégie à la fin, parce qu'il y a une question de Mhm. stratégie, de réfléchir à sa cible. Qu'est-ce qu'on veut, raconter? En tout cas, quelle valeur ajoutée on veut leur apporter? À quoi on veut répondre? Est-ce que c'est une réflexion que tu as eue toi, au moment où tu t'es mise à poster? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené, à poster sur LinkedIn et comment tu as franchi ce cap-là? Comme tu t'es défini comme introverti du coup qui communique sur LinkedIn. Ouais, totalement, parce que tu vois, même quand tu m'as appelé pour participer à la table ronde, le syndrome de l'imposteur, il est venu directement. Je t'ai demandé, mais ok, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que je peux apporter? Et au final, tu vois, quand Abiré, elle parle d'authenticité et le fait tu vois, de mettre en valeur justement enfin tes qualités, est-ce que tu peux apporter au-delà de ton offre, de ton service, de ta marque. Finalement, c'est ça qui m'a poussé, en tout cas, à communiquer sur LinkedIn. Donc, au-delà de me dire, OK, qu'est-ce que je vais vendre? Est-ce que je vais parler de ma vie d'entrepreneur, mais vraiment dans le secteur food et dans ma manière de monter un restaurant, ou est-ce que je vais plus loin de ça? Parce que derrière Avocataria, il y a Linda, la fondatrice, qui a vécu aussi, tu vois, beaucoup d'expériences avant de se lancer et qui a envie de véhiculer d'autres messages que te dire en mode pratico-pratique comment tu trouves des financements pour faire un restaurant, comment est-ce que tu montes un concept innovant, comment tu communiques auprès de ton public. En fait, moi à côté, t'as plein tu vois, de valeurs, de choses à partager. Et c'est ça qui m'a aussi dédramatisé en me disant, ok, je me sens pas non plus expert dans la food parce que il y a 5 ans, avant de monter mon premier spot à Avocataria, moi j'étais consultante dans le marketing, dans l'innovation. J'ai fait une école de commerce et j'étais juste curieuse en fait. J'ai pris mon courage à 2 mains pour me lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai envie d'échanger sur ça. Et en plus, la force de LinkedIn, c'est que c'est un échange. Tu crées du contenu, mais à côté, tu as des gens qui commentent, tu as des gens qui viennent te parler en message privé et c'est comme ça que tu crées finalement un petit réseau de personnes qui viennent t'encourager et qui t'aident aussi à surpasser ce syndrome de l'imposteur parce qu'ils vont te dire, bah, à tel moment, moi, je me suis reconnue dans ton contenu et comment est-ce qu'on peut, voilà, créer aussi des synergies ensemble pour monter en compétences, pour apprendre autre chose et faire des choses auxquelles on n'y avait pas pensé avant. Et moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'arrive à surpasser et à me dire, OK, je suis introvertie, je me sens pas hyper experte là-dessus, mais en fait, finalement, petit à petit, je me sens plus en confiance. Ok, du coup, on a évoqué rapidement l'authenticité. C'est le fait pour toi de faire des posts authentiques et du coup de voir le retour des gens qui t'a encouragé, parce que les retours dans les commentaires sont quand même plutôt positifs, hein. Comme je disais récemment, j'ai épluché tout ton profil là sur l'année qui s'est écoulée pour me remettre un petit peu pour me remettre un petit peu à jour avant le webinaire et effectivement, il y a que des retours positifs. Alors, bon, il y a toujours 2-3 gens qui vont critiquer le sujet des avocats qu'on connaît bien en Europe notamment, mais globalement, est-ce que c'est les retours positifs qui t'ont fait prendre conscience de dire bah, c'est un réseau social qui reste bienveillant, mine de rien, parce que souvent on parle quand même pas toujours de bienveillance sur les réseaux sociaux en général, mais sur LinkedIn, est-ce que c'est cette bienveillance-là qui t'a aussi poussé à dire bah, il y a des gens a priori qui trouvent un écho dans ce que je raconte et qui sont intéressés par ça, donc je me lance et du coup, Alors, je garde. non, mais totalement, je le conseille à 100%, en tout cas, pour ceux qui souhaitent développer leur marque personnelle et commencer à créer du contenu à titre perso. Sur LinkedIn, en fait, la force de LinkedIn, c'est que globalement, c'est assez bienveillant. Donc, je sais pas si Abiré et Valentin, vous êtes d'accord là-dessus ou si vous avez eu des haters, mais les gens, en fait, savent qu'ils sont pas du tout anonymes sur ce réseau. Dès qu'on commente, dès qu'on like un post, en fait, ça se retrouve dans notre profil LinkedIn. Tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde sait les contenus qui t'intéressent. Et c'est ça aussi qui fait la force de LinkedIn, c'est que quand tu prends la parole pour parler d'un sujet, quand tu prends le temps justement de répondre aux commentaires, en fait, tu te montres totalement. C'est-à-dire que tu peux pas en fait inventer un personnage à un moment donné, même dans ta création de contenu. Le fait de publier tous les jours, si tu commences à te créer un personnage, tu t'y perds. Et finalement, les gens qui te suivent, en fait, commencent aussi à voir qu'il y a, tu vois, des incohérences entre ce que tu proposes dans la vraie vie, ce que tu dis en message privé et ce que tu commences justement à répondre dans les commentaires. Donc, pour moi, l'authenticité,
c'est pas juste du côté du créateur du contenu, c'est vraiment dans toute ta globalité, sur les posts auxquels tu réagis, sur les commentaires que tu écris et ta manière en tout cas de répondre aux gens en message privé. Ouais, la question d'authenticité, et ça fait lien. Alors, je saute deux autres questions que j'avais prévu de poser. J'inverse un petit peu, mais il faut s'adapter en live. Mais il y a une question de positionnement derrière. Valentin, on avait commencé à en parler la dernière fois, mais effectivement, comment on détermine son positionnement sur LinkedIn? Alors, la question c'est est-ce qu'il faut être authentique? Alors, Linda et Abiré nous disent plutôt oui, et en tout cas, elle, c'est ça qui les motive. Est-ce que du coup, la réponse à est-ce qu'il faut être authentique, ça dépend de ton positionnement et de qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je pense que dans tous les cas, être authentique, c'est toujours une bonne idée. Et comme dit Linda, mettre un masque, ça ne tient qu'un temps. Enfin, du coup, ça marche pas en fait. Je pense qu'il faut essayer d'être authentique. Après, ça veut pas dire pour autant qu'il faut tout montrer ou être absolument transparent sur tout aspect de sa vie. Je pense qu'on peut aussi choisir ce qu'on met en avant, ce qui nous sert, et potentiellement ne pas parler de ce qui peut nous desservir. Et puis, je dirais qu'il y a aussi une question de quel type d'activité on construit et comment est-ce qu'on veut utiliser les réseaux comme un moyen d'aller nourrir cette activité-là. Moi, je sais par exemple que j'ai une approche de la création de contenu qui est très centrée sur créer du contenu de compétences, d'expertise, pour vendre des compétences en fait. Et je sais que dans cette optique-là, ce que je vois qui fonctionne davantage, en tout cas ce que moi j'encourage, c'est aller justement faire ce travail d'empathie, d'identifier les questions, les problématiques de la cible, pour ensuite créer des contenus qui vont y répondre et le faire de manière authentique avec sa patte, son style, sa touche. Et tu vois, moi, je prône dans cet ordre-là. Parce que aussi, moi, je joue au jeu je vais essayer de véhiculer des compétences. Quand effectivement, quand on a un restaurant, c'est différent. Et donc là, du coup, je pense que la stratégie de Linda, elle est beaucoup plus cohérente par rapport à elle, son objectif. Donc, il faut aussi essayer de comprendre qu'est-ce que je vends, quelle est mon activité, à quel jeu est-ce que je joue et penser sa stratégie de manière cohérente avec ça. Ok, t'es ok avec ça, toi, Abiré aussi, du coup? Après, je pense que oui, t'as pas fait un grand non, je suis pas d'accord. Oui, non, je suis totalement d'accord. Je suis aussi ce que Linda et Valentin ont dit. Effectivement, enfin, moi, je suis beaucoup effectivement dans l'authenticité. C'est ce qui m'a permis, je pense, sur mon compte Instagram, de me démarquer et que les personnes qui me suivent se sont un peu identifiées en fait à travers moi, à travers ce que j'ai transmis, à travers ce que j'ai partagé. Et, euh, et je m'en rends compte quand je partage beaucoup avec eux parce que euh, à travers l'audience que j'ai créée sur Instagram, je prends beaucoup le temps d'échanger avec les personnes qui me suivent et beaucoup me disent en plus en commentaire derrière en me disant voilà, t'es authentique, t'es pas un peu comme les autres entre guillemets parce qu'il y en a d'autres aussi qui sont authentiques, mais il y a aussi beaucoup de gens qui qui se créent une image en fait sur les réseaux et qui sont pas vraiment comme ça dans la vraie vie. Et comme disait Valentin, on peut pas non plus tout dire. On catégorise, on choisit ce qu'on a envie de partager, on choisit ce qu'on a envie de transmettre, mais tout ça, c'est fait dans l'authenticité. Sur le webinaire de ce matin, qui était consacré à LinkedIn et plutôt sur la prospection, mais il y a une partie d'optimisation de profil, Paul disait c'est important d'être sur LinkedIn comme on est dans la vraie vie, quoi, et d'essayer et du coup, ça fait le lien avec le commentaire de Rachel qui parle de cohérence éditoriale et de se dire c'est aussi sortir de LinkedIn ou des réseaux et d'aller rencontrer des gens et finalement de paraître finalement la même personne que ce qu'on est en ligne. Enfin, je ne sais pas si vous êtes OK avec ça. Enfin, moi, quand j'ai rencontré Linda la première fois à Paris sur un salon qui n'est pas le lieu le plus authentique du monde, hein, un salon où tout le monde est là pour vendre à tout le monde, j'ai vu Linda comme étant la personne que j'ai vue sur LinkedIn, quoi. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez aussi, de se dire que c'est important. Et parfois, il y a des gens, effectivement, ils construisent une communauté, ils dégagent quelque chose en ligne et puis ils n'ont pas l'air d'être les mêmes en vrai, quoi. Quelle question j'avais d'intéressante à vous poser, parce que j'ai sauté une ligne évidemment tout à l'heure. Oui, on parlait du coup d'introversion, de syndrome de l'imposteur. Et l'autre sujet, du coup, c'est qu'est-ce que je raconte en fait sur mes réseaux. Alors, Valentin, tu as commencé à nous donner un petit peu quelques clés sur la façon de procéder, mais comment on fait en sorte
de trouver des contenus de manière régulière, hein, parce que il n'y a pas de secret. Le personal branding, c'est de la régularité, la communication d'une manière générale. On le répète assez souvent. Il faut être régulier. Ça ne veut pas dire qu'il faut publier tous les jours nécessairement, mais est-ce que et après, bon, il y a plusieurs écoles sur le sujet, mais comment on fait du coup pour pas être à court d'idées? Non, c'était pour Valentin, mais c'est vrai que j'ai perdu le prénom dans ma question à un moment. Mais après, si quelqu'un d'autre veut en parler, allez. Hein. Vas-y, Abiré, et après je rebondis si tu veux. Alors, moi, de mon côté, pour créer entre guillemets ma ligne éditoriale, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait dans le secteur. Alors, du coup, moi, sur Instagram, le secteur sur lequel je vise pas mal de personnes, c'est la maternité. Donc, je communique beaucoup avec les parents, notamment beaucoup de mamans. Et donc, je regarde un peu ce qui se fait aussi autour de l'actualité. Donc, je m'inspire beaucoup de l'actualité et bien évidemment de mon expérience personnelle, de ce que je vis moi avec mes enfants, les bons comme les mauvais côtés, parce que dans la communauté des mamans, c'est beaucoup d'entraide, beaucoup de conseils et beaucoup de soutien qu'on cherche en tout cas sur les réseaux et qu'on essaie de trouver pour essayer de se réconforter, parce que la vie de maman n'est pas toujours facile. Donc, je m'inspire de ce qui se fait, je m'inspire des questions aussi qu'elle me pose, des commentaires que je reçois pour essayer de créer ensuite ma ligne éditoriale et de me dire, voilà, ce sujet-là, c'est un sujet qui peut être intéressant pour ma communauté et pour pouvoir y répondre, en fait, de la manière dont j'ai envie de transmettre et partager mon expérience auprès de ma communauté. Trop cool, merci. Tu veux rebondir du coup, Valentin? Ouais, mais je rejoins Abiré. En fait, pour moi, c'est un équilibre entre ce que je disais tout à l'heure. Donc, ce travail d'empathie, d'essayer d'aller lister quels sont les sujets qui vont intéresser ma cible. Moi, j'aime bien dire que quand on va sur LinkedIn, c'est parce qu'on aimerait lire du contenu intéressant, utile, qui va nous apporter quelque chose. On se dit, je vais trouver une solution, je vais trouver une astuce pour faire X ou Y. Et donc, j'aime bien penser mon contenu en me disant, OK, comment est-ce que je peux apporter quelque chose d'intéressant ou d'utile aux gens? Donc, en me demandant de quoi ils ont besoin, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs douleurs. Et de le faire, je prends ce cercle et je le croise avec le cercle de qu'est-ce que moi je peux apporter, en quoi est-ce que mon approche est différente des autres, qu'est-ce que moi j'ai vécu, quelles sont les expériences un petit peu uniques que j'ai, quel style est-ce que je donne à tout ça. Et en faisant le croisement entre les deux, ça donne plein d'idées. Et après, les idées, c'est une gymnastique. Je pense que il faut. Moi, j'encourage tout le monde à avoir un endroit. Alors, ça peut être un carnet, un espace Notion. Moi, j'ai les deux. J'ai mon carnet, j'ai mon Notion. Où dès que j'ai une idée, je la note. Et comme ça, je suis jamais à court d'idées. C'est très difficile de se dire, maintenant, je vais me poser, je vais faire un contenu, et en même temps, il faut que je trouve l'idée et que je l'écrive ou j'en fasse un post. Par contre, ce qui marche bien, c'est j'ai un flux continu d'idées parce que je vis des choses, parce que il se passe des choses dans ma journée. Je les note et ensuite, quand je crée du contenu, j'ouvre soit mon carnet, soit mon espace, etc. Et je me base là-dessus et je pars de cette base-là. Et c'est beaucoup plus simple. Et en fait, c'est un flux constant d'idées potentielles qui pourraient devenir des contenus. Il y a un peu moins de pression. Toi, Linda, quand on a discuté, tu m'as dit, on parle beaucoup de stratégie, du coup, j'ai pas le sentiment d'en avoir vraiment une sur LinkedIn. Comment tu fais? Enfin, tu es ultra active sur le réseau. Hein. Enfin, maintenant, tu republies tous les jours. Il y a une période, tu publiais pas tous les jours. Tu as publié tous les jours au début. Qu'est-ce qui te donne l'inspiration? Moi, je pense que je vais faire bondir Valentin de sa chaise parce que pendant 5 mois, j'ai publié quotidiennement, c'est-à-dire un post par jour, et je les écrivais le matin même, c'est-à-dire 20 minutes avant de poster. Voilà, c'était moi ma manière en tout cas de rester en fait dans cette régularité. Parce que je suis un peu maso aussi, c'est que dans la création de contenu, moi j'aime bien faire les choses un peu one shot. Et en même temps, c'est parce que j'adore écrire aussi. Donc si toi en base, tu as déjà cette appétence pour l'écriture et pour la création de contenu, en tout cas pour moi c'était ma bonne manière de me mettre dedans et de générer des idées rapidement. Et ensuite, une fois que t'as tenu 5 mois avec un post par jour, bon, tu commences un peu à t'essouffler. Enfin, je suis humaine aussi, tu vois, c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, je vais commencer à me structurer un peu
Et donc, c'est ça la magie de LinkedIn, c'est que finalement, tu vois plein de posts passer sur le calendrier éditorial, sur la manière justement de cadencer tes posts. Donc, moi, j'avais réduit déjà à 3 posts par semaine à un moment donné pour souffler un peu. Et en même temps, je me suis repositionnée, tu vois, je me suis demandé sur quel sujet j'avais vraiment envie de parler parce que quand je m'étais lancée, j'avais 1000 sujets parce que j'avais envie de parler de plein de choses, que ce soit l'entrepreneuriat, la santé mentale, de mes restaurants avocatariat et de ce que je vivais au quotidien. Et puis finalement, tu vois, tu prends de la maturité, tu commences à cibler tes sujets et c'est là où tu fais un espèce de mind map autour de tes idées où tu as une idée phare et puis tu déclines en plusieurs petites idées et ça te permet d'écrire voilà des posts sur une idée majeure. Mais en même temps, voilà, c'est pas fort. Enfin, t'as pas cette obligation-là d'avoir une stratégie en tout cas pour te lancer. Moi, je me suis lancée vraiment en mode sans stratégie. J'avais envie de parler d'un event que j'avais fait chez Avocataria et qui a super bien marché. Je me suis dit bon, pour tous ceux qui sont intéressés par ce type d'event et les coulisses de cet event-là, je publie. Et puis finalement, voilà, c'est comme ça que la machine a été lancée. Est-ce que je peux rebondir là-dessus, Guillaume? Fais-toi plaisir. Moi, ça m'inspire 2 choses. Ça m'inspire effectivement, ça montre à quel point il n'y a pas d'approche magique ultime de la création de contenu. Chacun a ses méthodes et c'est très bien comme ça. Il y a des gens, je sais, qui aiment bien batcher des contenus et qui se disent, OK, mon lundi après-midi, je fais mes contenus pour toute la semaine et ensuite je les programme. Moi, c'est pas l'approche que j'aime bien, mais il y a des gens pour qui ça fonctionne et c'est OK. En fait, il faut juste tester des choses et voir ce qui fonctionne et ne pas croire que il faut absolument que j'ai la bonne réponse pour le faire. En fait, non, c'est propre à chacun. Et puis, effectivement, comme dit Linda, aussi avoir en tête que ça peut bouger dans le temps. Là, le fonctionnement que moi j'ai décrit aujourd'hui, c'est ce que j'ai aujourd'hui après 6 ans de création de contenu. Et j'ai démarré évidemment comme Linda, sans aucune idée de ce que je faisais, en me disant OK, je vais écrire des trucs et puis on verra bien. Et c'est ça qui m'a permis de dépasser au début le syndrome de l'imposteur. Tu ne mets pas trop de pression, tu démarres sans ego. Et en fait, au fur et à mesure que tu te prends au jeu, c'est là que tu peux rajouter un peu de stratégie, un peu de réflexion marketing, un peu de réflexion sur ta ligne éditoriale. Mais il faut vraiment y aller étape par étape et se dire qu'au début, c'est chaotique, c'est pas idéal, c'est pas efficace et c'est normal en fait. Ça ne peut pas être autrement. Ouais, du coup, l'essentiel, si je résume ce que vous dites, c'est faut écrire, enfin, faut créer quelque chose, Ouais. et puis se forcer à le mettre en ligne en se disant au début on prend pas trop de risques. Ensuite, c'est l'habitude qui vient et Linda, du coup, je disais, j'ai fait 1 an de publication, donc j'ai à peu près l'historique de t'écrivais quand tu étais jeune, tu as fait un poème pour Britney Spears, etc., etc. Hein, désolé, j'affiche vraiment 1 an d'historique. Du coup, cette habitude-là d'écriture, forcément, elle facilite aussi les choses quand il faut commencer. Et ça veut dire que pour ceux qui n'ont pas cette habitude-là, ça veut dire qu'il faut s'y mettre. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, Valentin, de prendre des notes, tu vois, avoir un bout de calepin, noter les choses. C'est vrai que c'est le truc basique et bête. Et moi, je m'en suis beaucoup rendu compte. J'ai pas prévu de partager ça, mais je fais un peu d'études de droit, ensuite je fais de la com, etc. Puis ensuite, je me suis mis à créer des contenus pour des clients, pas pour moi. Je suis très, très mauvais pour moi, mais pour mes clients. Et j'adore avoir un stylo et un papier sous la main et je note tout à la main. Alors, ce qui fait que c'est un peu en vrac, mais ça permet derrière d'être j'ai un peu plus créatif en se disant, tiens, je vois cette idée passer sur un papier, je rebondis, je me dis, oui, j'avais prévu de raconter un truc là-dessus. Et c'est vrai que parfois, ça, c'est un sentiment que je vous partage en tant que, j'allais dire, ancien rédacteur web pour des clients, le fait d'avoir tout sur une page dans un Google Doc, c'est pas forcément très évident. Et ce qui est intéressant, et pour rebondir sur ce que disait Valentin, c'est de trouver sa petite routine, quoi, le truc sur lequel on est à l'aise, où on prend des notes et on se met moins de pression dans la tête en se disant effectivement, c'est le jour J, il faut que je publie dans une demi-heure, et il faut que je trouve l'idée et que je rédige, etc. À Biré, c'est la même chose. J'ai vu passer une question dans le chat qui disait est-ce qu'il faut rédiger de la même manière sur Instagram que sur LinkedIn? Alors Instagram, a priori, c'est moins un réseau de rédaction, mais est-ce que du coup, tu partages la vision de Valentin et de Linda sur le côté création de contenu, l'aspect régularité du coup? Est-ce que il faut tester des choses, faire finalement et ensuite voir et éprouver au fur et à mesure? Ou c'est une méthode différente pour développer sa notoriété sur le réseau? Alors, je suis assez alignée sur le fait il faut créer du contenu, ça c'est sûr. Ça permet effectivement de savoir quel type de contenu fonctionne. Trouver son audience aussi, parce que quand on commence de zéro, on ne sait pas en fait quel type d'audience on va capter, quel
quel retour on va avoir. Donc au départ, on va créer du contenu et c'est comme ça qu'on va pouvoir peaufiner aussi par la suite pour comprendre l'audience derrière qui est captif et qui va être réactif à ce qu'on va partager et ce qu'on va publier. Moi, sur Instagram, ce que j'ai fait au départ pour créer ma communauté, c'est effectivement créer du contenu, mais moi, j'étais beaucoup plus dans la programmation, dans la préparation. Je suis pas aussi à l'aise que Linda et Valentin dans l'écriture. Du coup, je préférais vraiment anticiper et me dire, voilà, tel jour, je vais poster ça, tel jour, je vais poster tel sujet. J'essayais de trouver des sujets variés à chaque fois pour vraiment répondre un peu à l'audience que je voulais cibler. Donc, effectivement, avant toute stratégie, je le rappelle, il faut toujours avoir un objectif. Ça, on l'oublie souvent. Mais avoir un objectif, ça permet vraiment de se structurer et de savoir où on va. Donc au départ, si on ne sait pas trop où aller, effectivement, le fait de créer beaucoup de contenu, ça va nous permettre de peaufiner cette stratégie par la suite. Mais au départ, on peut effectivement poster ce qui nous vient en tête ou préparer en tout cas tout ce qu'on va publier pour essayer de se structurer et éviter des posts sur lesquels on n'est pas satisfait ou faire des fautes, tout simplement des fautes dans le texte qu'on va écrire. Après, pour répondre à la question de savoir est-ce qu'on écrit la même chose sur Instagram et sur LinkedIn, sur Instagram, maintenant, le contenu est aussi important par rapport à la photo ou à la vidéo qu'on va publier. Donc, il faut aussi travailler l'écriture qu'on va mettre sur Instagram parce que l'algorithme aussi aime ce qu'on va écrire en termes de contenu. Donc, on n'est pas forcément obligé d'écrire la même chose. On peut écrire la même chose, mais généralement, on n'a pas la même audience entre LinkedIn et Instagram. Donc, du coup, il faut adapter son discours en fonction de l'audience qu'on touche. Ok. Toi, tu as abandonné, Valentin, si je dis pas de bêtises, ton compte Instagram, mais il y a un moment, tu étais un peu actif dessus. Ça fait partie de la stratégie, justement, enfin, parce que les deux sont pas incompatibles. On peut avoir une cible qui est présente sur les deux réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que tu t'es concentré du coup sur LinkedIn plus que sur Insta? En fait, je pense que le gros piège, c'est de vouloir être partout, parce que ça marche pas. C'est trop difficile. Moi, ce que je recommande, c'est choisir un canal, devenir très très bon dessus, être solide dessus, trouver un rythme qui fonctionne. Et ensuite, si c'est pertinent, si on a le temps, si on a l'envie, aller s'étendre de manière très intentionnelle. Parce que on peut vite être dans une situation où on publie partout, mais on fait rien de bien. Il faut bien se rendre compte que, et je vois des questions un peu dans le chat là-dessus, c'est chaque canal a ses codes, ses normes, son algorithme, ses manières de fonctionner. Et donc, si tu crées un contenu sur un canal en te disant juste le publier partout, c'est le meilleur moyen qu'il se passe rien en fait. Par exemple, sur LinkedIn, je sais que sur LinkedIn, ce qui compte, c'est effectivement être régulier, c'est faire des posts, avoir un style d'écriture qui est adapté aux codes, aux normes de la plateforme, aux manières de faire. Et donc pour ça, pour comprendre les codes, les normes, il faut passer du temps sur LinkedIn. Je pense qu'on ne peut pas réussir sur LinkedIn, et c'est pareil sur Insta, si on passe pas soi-même beaucoup de temps sur LinkedIn à consommer du contenu. Et puis aussi, il faut jouer au jeu de la plateforme. Le jeu de la plateforme LinkedIn, c'est aller commenter, aller interagir avec d'autres posts, aller ajouter des gens. Et sur Instagram, c'est pareil. J'imagine il y a aussi un enjeu de faire des partenariats avec d'autres créateurs, aller interagir avec les autres créateurs. Et ça, on ne peut pas le faire sur 10 plateformes. Donc, il vaut mieux choisir ses chevaux de bataille, se dire, OK, la plateforme qui me correspond le mieux, à la fois par rapport à ma cible et par rapport à ce que moi j'aime bien, est-ce que j'aime écrire, est-ce que j'aime faire des visuels, est-ce que voilà, et se dire je vais à fond là-dessus et j'essaie de pas trop me disperser. C'est plutôt ce que moi je recommande. Et donc c'est pour ça que moi j'ai fait un peu de Instagram, mais j'ai vite vu que si je voulais le faire très sérieusement, il fallait que j'y mette du temps, de l'effort et peut-être à un moment du budget. Et je préférais allouer ce temps-là à faire mieux sur LinkedIn que aller me disperser et donc faire moins bien sur les deux en fait. L'importance de la priorisation du coup du canal, effectivement, pour ne pas s'éparpiller. C'est quelque chose qu'on dit aussi souvent chez FollyWeb. Et du coup, ça m'amène à dire, du coup, tu dis si on veut être partout, tout le temps, en même temps, à un moment, il y a un grand risque de se planter quand même. Et on a beaucoup parlé de régularité. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui? Tu as créé, co-créé un super défi qui s'appelle le défi Brick, notamment, qui incite les entrepreneurs à publier pendant 10 jours, tous les jours, sur LinkedIn ou sur un autre canal qui leur chante évidemment. C'est quoi l'intérêt de publier tous les jours en fait sur les réseaux? Moi, je recommande pas forcément de publier tous les jours. Par contre, il y a plusieurs points à avoir en tête. C'est que pour moi, la raison fondamentale, c'est que la route vers la qualité passe par la quantité.
tu ne peux pas créer du bon contenu si tu n'as pas déjà beaucoup créé d'abord. Personne ne se réveille bon créateur. Personne ne se réveille bon sur Instagram ou bon sur LinkedIn. En fait, c'est juste de la pratique, de la discipline, de la régularité. Au début, mes posts, ils sont nuls. Ensuite, ils sont un peu moins nuls. Ils sont un peu moins nuls. Et à un moment, ça devient bon. Et c'est par ce processus-là que tu vas devenir bon. Et donc, effectivement, le défi brique, on encourage les gens à publier tous les jours pendant 10 jours parce que il y a besoin d'aller accumuler ces heures de vol, aller accumuler, de faire de la route avant d'espérer devenir bon. Et puis aussi, être régulier, s'engager sur un rythme qui est intense, c'est le meilleur moyen de ne pas laisser son cerveau trop douter de soi-même ou trop être pris par les 1000 questions qu'on peut avoir ou par les 1000 doutes, par exemple de l'imposteur, en se disant « Ok, là, je me laisse pas brouiller par ça, j'y vais et on verra après. » Trop cool. Et puis, mine de rien, juste pour compléter ce que dit Valentin, mine de rien, quand tu publies tous les jours, tu deviens aussi facilement un peu top of mind auprès des gens. Parce que voilà, on te voit quotidiennement sur le feed et je trouve ça bien parce que déjà d'une, tu as totalement raison, tu gagnes en qualité parce que plus tu écris et plus tu testes aussi la manière d'écrire et tu vois en fait finalement qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui ne prend pas. Et in fine, en fait, toutes les personnes qui te voient au quotidien, en fait, comme ils te voient aussi monter en qualité, finalement, ça fait un effet vraiment boule de neige où d'un coup d'un seul, t'as tes posts qui sont multipliés par 3 en termes de visibilité. Et moi, ce qui m'amène aussi à dire que j'ai posté sur LinkedIn sans forcément parler de mon restaurant Avocataria dans mes posts. Et pourtant, ça a eu un impact phénoménal sur la page entreprise et sur la page Instagram Avocataria. Parce que finalement, quand tu deviens top of mind, les gens en fait voient dans ta baseline LinkedIn que tu es co-founder de telle boîte, ils regardent ton profil et en fait se retrouvent sur ta page entreprise et commencent à découvrir toi, ton univers professionnel et ce que tu as créé. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, la création de contenu au quotidien, même si c'est hyper lourd. Mais je trouve que ça vaut tellement la peine de mettre cet effort-là. Ça, c'est super intéressant. Ton retour, c'est très concret d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent parce qu'on parle de marque personnelle et tout, et puis on se dit, mais finalement, qu'est-ce que ça me rapporte, quoi? Alors, quand on est indé et qu'on travaille sa marque et qu'on bosse sous son nom, etc., il n'y a pas de sujet à faire un transfert de notoriété vers le nom d'une autre entreprise, sauf effectivement à avoir une boîte qui porte un autre nom. Mais du coup, ton retour, il est chouette de dire, bah, je vais pas forcément toujours parler d'Avocataria, mais ma présence très forte fait qu'il y a un moment, bah, les gens ils se sont mis à chercher Linda Trin sur Google, ils se sont mis à se dire tiens, mais c'est quoi Avocataria, à regarder, etc. Et tu disais dans une de tes précédentes publications, c'était il y a quelques mois déjà maintenant, c'était je crois en mai l'année dernière, donc ça fait 1 an en fait, que tu avais quasiment doublé ton nombre d'abonnés sur ta page en publiant tous les jours justement pendant 4 mois. Donc je crois que c'était tout début 2023 que tu disais ça. Et ça c'est intéressant du coup d'avoir un vrai chiffre quoi à donner aux gens. C'est que bah, tu passes de même pas 700 abonnés sur une page entreprise, alors qu'on sait qu'en plus les pages entreprises sur LinkedIn, c'est pas ce qui marche le mieux, à plus de 1400 en quelques mois, juste parce que bah, tu crées un engouement autour de tes publications et que les gens ont la curiosité d'aller voir ce que tu fais. Ça, je trouve que c'était important de le partager. C'est ce que j'allais dire, Guillaume, par rapport à l'algorithme LinkedIn. Et du coup, ça va avec le sujet qu'on a aujourd'hui par rapport au personal branding, c'est que publier sur son compte personnel va être mieux mis en avant que sur son compte entreprise. Donc, du coup, le fait de développer son personal branding à travers son profil personnel, si je peux l'appeler comme ça, bah, ça va vous permettre effectivement de développer après le compte entreprise qui est derrière, parce que LinkedIn ne met pas forcément, met moins bien en avant les publications sur les comptes pro. Et du coup, tiens, c'est intéressant, j'avais pas pensé à cette question-là, mais parce qu'on parlait aussi d'Instagram, et je voulais qu'on parle rapidement de bonnes pratiques sur Insta. Mais du coup, sur LinkedIn, justement, on fait bien ce distinguo entre la page entreprise et le profil personnel. Aujourd'hui, j'allais dire un influenceur, en tout cas quelqu'un qui a une communauté sur Instagram, il a quand même tout intérêt à avoir un compte pro, quoi, avec un tableau de bord professionnel. Tu es OK avec ça ou pas? Ou est-ce qu'il faut effectivement faire comme sur LinkedIn et se dire non, moi je construis ma petite communauté solo, ma marque personnelle avec un compte classique Insta? Alors ça dépendra de l'objectif. Si on veut développer une communauté
et être un peu, avoir la casquette un peu influenceur, là, je recommande pas d'avoir une page pro parce que ça va être assez limité, même si on peut y arriver, mais ça va être un peu plus compliqué. Mais Ouais. effectivement, d'être en mode créateur ou compte personnel ou compte influenceur, ça va aider plus facilement l'algorithme, en tout cas, à développer développer son nombre d'abonnés et avoir une meilleure visibilité. Yes. Et tout à l'heure, tu nous disais que tu adaptais aussi les contenus que tu créais et par rapport à l'audience, finalement, aux gens qui étaient captifs. Et j'imagine que du coup, tu as beaucoup travaillé, tu continues de le faire aussi sans doute avec tes clients, mais avec les outils de stats quoi, du réseau qui permettent de savoir quelle est ton audience, qui globalement interagit, etc. Ça, c'est un point clé aussi à utiliser quand on crée du contenu sur Insta ou sur LinkedIn d'ailleurs, de se baser sur les stats. Oui, oui, tout à fait. Bah, les stats, ça permet de voir effectivement à quel moment l'audience est le plus connectée et le plus captif. Donc, du coup, ça permet de poster à ce moment-là. Et quand on poste à ce moment-là et que les personnes réagissent tout de suite et rapidement sur nos contenus, bah, ça le permet de booster. Et du coup, le contenu est plus mis en avant et plus vu. Notamment moi sur Instagram, comme je cible les mamans, je sais qu'il y a des créneaux horaires qui sont un peu de manière générale où on dit voilà, il faut poster le matin ou il faut poster en fin de journée. Bah moi, typiquement pour mon audience, l'heure qui est le plus avantageux pour moi, c'est pas avant 21h, 22h. C'est là où les mamans, bah du coup, elles ont tous les enfants sont au lit normalement. Elles sont posées, elles sont devant Netflix ou devant leur téléphone, donc du coup là, elles peuvent consommer du contenu sur les réseaux. C'est un bon Donc point les ça, la question de l'heure. C'est est-ce que toi, Linda, toi tu publies tous les jours à peu près à 7 heures du matin? Heu, Valentin, toi je sais pas, j'avoue que j'ai passé trop de temps sur le compte de Linda plus que sur le tien. Du coup, mais, est-ce qu'il y a, il y a on peut dire qu'il y a une heure type, sur LinkedIn pour publier, une heure qui va bien ou est-ce que ça dépend vraiment de la cible, quoi? Bah, moi, personnellement, j'adore publier à 7 heures du matin parce que je l'ai intégré dans ma routine, tout simplement. Et je trouve que c'est important aussi de mettre on va dire, un timing assez récurrent. Mais, pour avoir quand même, posté, par exemple, le soir de temps en temps ou, à une autre heure, j'ai pas vu forcément de différence, en tout cas, pour ma part. Mais tu vois, quand on nous dit souvent faut poster le matin parce que généralement ouais, les gens se réveillent, ils prennent le métro, ils regardent un peu LinkedIn, ils voient un peu tous les posts passer entre 7h et 9h du matin. Mais honnêtement, je vois pas mal de personnes performer à 23h minuit, alors qu'on est censé tous en train voilà de faire nos activités perso. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de règles sur ça. Est-ce qu'il faut qu'on ait toujours la même heure fixe ou est-ce qu'on doit cibler matin ou soir? J'ai pas vu concrètement une différence. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est une fausse question. Il faut passer moins de temps à réfléchir à ça et plus de temps à réfléchir à son contenu. Très bien. Bon, donc le nerf de la guerre, du coup, du personal branding, c'est le contenu. On l'aura compris. La question, c'est avoir une routine, écrire. Voilà. Je retiens cette phrase que vous retrouvez sur notre page Notion. La route vers la qualité passe par la quantité. Merci Valentin pour cette phrase parce elle est bien inspirante et c'est très vrai. Et on en parle souvent chez FoliWeb, au-delà même du simple sujet de personal branding, des réseaux sociaux, de la rédaction web en général. En fait, plus on rédige, plus on est à l'aise, moins on passe de temps pour écrire, a priori, et plus c'est quali, c'est assez logique. Exactement comme quelqu'un qui fait des bandes de placo, bah, au début il se rate un peu, puis à la fin on devient expert du sujet, quoi. Ça c'est trop cool. Il est 48. On est déjà waouh, bien avancé dans le temps. Je vous propose qu'on passe sur l'onglet questions et puis ensuite on pourra revenir sur certains sujets. J'ai pas regardé les questions encore qui ont été envoyées. Un petit rappel du coup pour tout le monde. Alors avant de passer aux questions, je repartage rapidement les slides que j'avais tout à l'heure, si ça veut bien s'allumer. C'est ça, hop là. Tac. Du coup, pour avoir le petit récap de ce qu'on se dit aujourd'hui toute la journée, je vous mets un petit lien vers le questionnaire de satisfaction. Ici, c'est super important pour nous dans le chat. Donc, pensez bien à y répondre. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est trop cool.
pour nous, ça nous permettra de faire un retour aussi à tous nos intervenants. Et un petit mot rapide aussi pour vous dire que si tous les sujets liés au marketing numérique qui vous intéressent, vous avez envie de passer une étape, pour ceux parmi vous qui ont une entreprise qui a plus de 2 ans d'existence et du coup au moins 15 000 € de chiffre d'affaires, on a répondu à un appel à projet du gouvernement dans le cadre du plan France Relance. Voilà, et c'est un programme qui s'appelle Tous en ligne maintenant. Donc c'est des sessions de coaching sur 3 semaines qui sont du coup 100% gratuites car financées par France Num et BPI France. Donc voilà, si vous faites partie des heureux entrepreneurs qui ont plus de 2 ans d'ancienneté, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait sur ce programme-là. Je vous mets là encore le lien dans le chat. Tac. Et du coup, je vous propose qu'on passe aux questions. Je vous repartagerai le lien vers les offres de nos partenaires aussi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'onglet questions qui vous paraît pertinent, Valentin, Linda, Abiré, est-ce que vous avez vu des choses auxquelles on n'aurait pas encore répondu, parce que parfois on répond aux questions un peu après? Moi, je peux dire un petit mot. Je vois beaucoup de questions sur quelle est la plateforme. On parle beaucoup de LinkedIn, mais est-ce qu'on peut être sur plusieurs plateformes? En fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de règle. On peut faire ce qu'on veut. Je pense qu'on a montré, on a tous un fonctionnement un peu différent. C'est ça la beauté aussi de ça. Mais moi, le conseil vraiment que je donne, c'est ne pas essayer d'être partout. Être bon sur 2, 3 plateformes, c'est très difficile. Être très bon sur Insta et très bon sur LinkedIn, c'est très difficile. Donc moi, je recommande, choisissez une plateforme pour démarrer. Devenez bon là-dessus et au fur et à mesure, peut-être étendez-vous. Mais voilà, d'expérience, le piège, c'est de vouloir être trop partout. Ok. J'essaye de faire le lien dans les questions, mais il y a tellement de questions là elles sont longues. Alors le temps que je les lise, ça fait des blancs. Hein. Donc n'hésitez pas si vous en voyez qui méritent d'être sur abordés. LinkedIn, on poste plutôt avec une page personnelle et pas une page entreprise. D'ailleurs, sur les réseaux, quand on va nous-mêmes sur les réseaux, on a envie de lire, de voir du contenu d'autres personnes et pas de logo d'entreprise. Donc c'est pour ça aussi que les pages personnelles, elles sont aussi fortes. Il y a Astrid là qui nous dit comment définir ces valeurs dans le personal branding et pas les valeurs bateau, écoute, authenticité, innovation. J'aime beaucoup cette question. Ouais, c'est une belle question. Elle est pour vous, elle n'est pas pour moi. Ça, on y a un peu répondu tout à l'heure à ce sujet-là, mais sinon c'est à mon sens le fait d'être sur LinkedIn comme on est dans la vraie vie. Et après, il y a des gens qui sont innovants et authentiques dans la vraie vie. C'est la question de se poser de qui sont les gens que vous voulez toucher, qu'est-ce que vous avez envie de leur raconter, et la manière de le faire. À mon sens, moi, c'est ce que je retiens de ce que vous avez dit. Il y avait une notion qu'on n'a pas trop abordée, mais qu'on avait un peu abordée quand on a préparé le webinaire avec toi, Valentin. C'était est-ce que sur LinkedIn, il faut plus être en mode créateur, en mode entrepreneur? Est-ce que ça a un impact aussi sur les contenus qu'on crée, en fait? Est-ce que l'enjeu, c'est de devenir influenceur quand on fait du personal branding, ou est-ce que c'est de faire du business? Mais pour moi ça rejoint beaucoup à quel type d'activité on a. Et encore une fois, moi, je sais que dans mon cas, moi, j'ai une approche où j'aide les gens à vendre une expertise. Et c'est pour ça que selon moi, quand on vend une expertise, quand on vend une compétence, la réflexion numéro 1, c'est quel problème est-ce que je peux résoudre pour ma cible? Et ensuite, on fait ça en y mettant ses valeurs, etc. Mais pour moi, en tout cas, ça, c'est mon approche. Et il y a d'autres approches. La question des valeurs, authenticité, elle vient en second. Parce que si on communique que sur « regardez comme je suis authentique », bon, on tourne vite en rond. Et notre cible, elle n'est pas là pour ça. Notre cible, elle a des problèmes, elle cherche de l'inspiration, elle cherche des conseils pour l'aider, elle veut lire du contenu là-dessus. Donc moi, je mets vraiment l'accent là-dessus. Ok. Il y a une question intéressante de Natacha. On a déjà eu une question de Natacha tout à l'heure sur notre webinaire, mais on a beaucoup parlé de LinkedIn, d'Insta et pas de Facebook. Est-ce que c'est du coup un réseau qui est complètement dépassé? C'est plus pour toi, Abiré, alors qu'elle a une cible du coup plus entre 45 et 70 ans. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Alors Facebook, c'est vrai que c'est le réseau où je dirais toutes les cibles sont réunies parce que c'est un réseau social très généraliste où il n'y a pas forcément que des vieux, comme on dit. Il y a un peu tout âge sur ce réseau social-là. Après, moi, je suis pas trop sur Facebook parce que je m'intéresse moins à ce réseau. Et ce qui m'intéresse plus sur Facebook, c'est les groupes.
toute la partie groupe, c'est là où les gens vont le plus, j'ai l'impression, en tout cas, et qui consomment plus de contenu parce qu'ils vont aller pour trouver une information précise dans un groupe sur lequel ils ont une affinité ou ils ont un intérêt, en tout cas, à aller dessus. Trop cool, merci. Moi, j'ai une question pour vous. Oui, vas-y, Valentin, si tu voulais compléter. Non, j'allais dire juste, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de LinkedIn? Parce que LinkedIn, en ce moment, c'est la plateforme qui offre le plus de visibilité quand on n'a pas d'audience. Le fonctionnement de l'algorithme LinkedIn est tel que quand on poste un post, quand on publie un post, l'algorithme peut nous mettre en avant auprès de gens qui ne nous connaissent pas. C'est ça la puissance de LinkedIn. Et en fonction de la performance du post, il va nous montrer à de plus en plus de monde. Ce qui est plus le cas sur Facebook, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de monde sur Facebook. Après, effectivement, la réflexion, c'est est-ce que ma cible est sur Facebook? Si c'est une cible plutôt âgée, effectivement, Facebook, ça peut être intéressant. Mais en sachant qu'il n'y a plus du tout ces mécanismes de visibilité comme ça peut être comme c'était le cas avant et comme ça peut être actuellement le cas sur LinkedIn. Merci pour ce complément. Ma question, c'était, elle s'adresse un peu à toi, Valentin, mais elle s'adresse aussi un peu à Linda, enfin, elle s'adresse à tout le monde. Est-ce que du coup, toi, tu pourrais dire qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est un de tes premiers canaux d'acquisition de nouveaux clients, le fait que tu sois très présent sur ce réseau? Je sais que tu as aussi d'autres choses à côté, mais est-ce que ça t'apporte quelque chose dans ton business? Alors, c'est une question un peu con parce que tu vas nous dire oui, mais oui. Non, mais oui. Non, mais moi, de toute façon, pour moi, l'enjeu numéro 1 quand on est un petit entrepreneur, un peu comme on est tous plus ou moins, c'est la visibilité. C'est qu'il y a des gens qui nous connaissent. Parce que moi, j'aime bien dire, pas de visibilité égale pas de prospect, égale pas de client, égale pas de CA, égale pas d'activité. Voilà, c'est bête et méchant. Et donc, pour moi, le premier truc à résoudre quand on se lance, c'est d'avoir cette visibilité-là. Et moi, ça fait 2 ans du coup que j'ai priorisé le fait d'aller chercher cette visibilité-là. Et je l'ai bien vu, en fait, la croissance de mon chiffre d'affaires, elle a suivi la croissance de ma visibilité sur LinkedIn. Donc, oui. Et toi, Linda, du coup, c'est un peu différent parce que ça pourrait paraître curieux aux gens, notamment ceux qui nous suivent souvent, où on leur dit, choisissez vos réseaux sociaux en fonction de votre activité et de votre cible. On se dit, bon, est-ce que c'est la place d'un restaurant d'être sur LinkedIn? Alors, du coup, tu nous as dit que tu parlais pas que d'avocatariat sur le réseau. Est-ce que ça a un impact sur toi? Alors, est-ce que ça a eu un impact sur l'avocatariat? Est-ce que je sais que ça a eu un impact sur d'autres sujets que tu as lancés parce que je dirais, enfin, comme tu aimes à dire, ton métier, c'est pas d'être restauratrice, c'est t'es entrepreneur et tu testes plein de choses. Est-ce que du coup, ta présence sur LinkedIn, ça a fait quelque chose à la fois chez Avocataria et est-ce que ça t'a ouvert des portes insoupçonnées d'autres sujets? Mais oui, enfin totalement, parce que tu vois, si tu veux, moi j'ai beaucoup communiqué sur Instagram pour Avocataria. Donc pour le coup, là, j'étais pas du tout sur une communication personnelle, mais c'est une vraie communication d'entreprise parce que un restaurant sur Instagram, c'est normal. Et là où j'ai décidé finalement de faire une communication un peu plus personnelle sur LinkedIn, je me suis rendu compte que finalement, en fait, oui, j'avais totalement ma place dessus et ça m'a permis en tout cas de traquer des personnes de LinkedIn chez Avocataria. Parce que, tu vois, les personnes qui passent chez Avocataria, comme c'est un lieu physique, généralement, ils me laissent un petit mot avant de partir. J'ai eu notamment Caroline Mignot qui était passée plusieurs fois au restaurant et qui avait rencontré d'autres personnes de LinkedIn également. Et pour rire, m'avait dit, mais tiens, Linda, t'as réussi à transformer ton restaurant en restaurant LinkedIn. Parce que il y a énormément de personnes de LinkedIn qui se retrouvent à Avocataria, qui se rencontrent et qui se croisent directement chez Avocataria. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. J'avais accueilli l'équipe Fabicon à l'époque pour un brunch d'équipe, parce qu'ils cherchaient un restaurant un peu sympa pour leur déj d'équipe. Et ce jour-là, en fait, 90% de ma clientèle était des personnes de LinkedIn. Donc, c'est devenu une espèce de déjeuner networking dans la vraie vie. Donc, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que finalement, tu communiques de manière perso sur LinkedIn, ça t'ouvre aussi d'autres collaborations. Donc, j'ai pu organiser des sessions de yoga dans mon restaurant. J'ai pu participer à des sessions d'autres événements en dehors d'Avocataria, mais en proposant, par exemple, des prestations traiteurs Avocataria. Donc, c'est comme ça que tu crées des opportunités à travers ta com perso. Ok, c'est très clair, c'est concret, voilà, plein d'opportunités qui sont générées par de la visibilité, des rencontres
et des échanges. Et du coup, c'est voilà, je vois qu'il est 58, ça me permet de faire le lien avec ce qu'on se disait ce matin sur le webinaire LinkedIn et le fait d'être dans la vraie vie comme on est sur LinkedIn. Mais du coup, c'est aussi, c'est pas ce qui compte, c'est pas d'être que sur le réseau, le personal branding. Vous le faites vivre en tant que personne quand vous allez sur des événements. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est croisé, Linda, sur Go Entrepreneur à Paris, mais aussi qu'on peut te croiser dans ton resto et ailleurs. Et c'est aussi pour ça que Valentin, on le voit sur des événements dédiés aux indépendants, qu'il en organise aussi lui-même. C'est parce qu'il y a cet enjeu derrière de faire vivre votre marque au-delà des posts et de l'écran, d'aller réseauter, échanger avec les gens, puisque c'est en serrant des paluches qu'on fait du business aussi, je pense. Enfin, je pense pas que vous disiez le contraire, du coup. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, Guillaume, et un truc sur lequel je veux insister, c'est que tout fonctionne. Absolument tout fonctionne. Moi, je connais des gens qui trouvent des clients uniquement via des réseaux physiques, qui trouvent uniquement des clients via Instagram, via LinkedIn, via le SEO. Tout fonctionne à condition de bien le faire. Il faut bien le faire. Il ne faut pas être trop dispersé. Voilà, on revient à mon message de tout à l'heure. Trop chouette. Écoutez, je ne sais pas si on n'a pas répondu à 100% des questions, évidemment. Il reste 1 minute. Que pensez-vous des gens qui rédigent leur post avec l'IA? Je pense que la question d'authenticité a un peu répondu à cette question-là, mais est-ce que quelqu'un a un avis sur le sujet? Ouais, globalement, on évite de rédiger avec l'IA, quoi. L'IA, on peut l'utiliser pour inspiration, mais il faut pas que ce soit un copier-coller de ce que l'IA va nous rédiger, parce qu'effectivement là, l'authenticité, on va pas le voir, quoi. Enfin, on va remarquer tout de suite que c'est du contenu rédigé par l'IA. Ça se remarque, ça se voit, on le sait maintenant. Donc, on peut s'en inspirer, mais toujours le retravailler pour que ça reflète nos valeurs, ce qu'on a envie de transmettre et qui on est, parce que on peut pas être tous, même si on n'est pas bon écrivain. Voilà, moi personnellement, j'utilise pour m'en inspirer, mais pas pour faire du copier-coller. Écoutez, merci pour ces derniers mots. Merci Abiré, merci Linda, merci Valentin. Oui, tu vas rajouter quelque chose. Est-ce que tu veux une petite punchline de fin sur l'IA et la création de contenu? Vas-y, une punchline de fin. Non, moi j'aime bien dire que l'IA n'est pas là pour nous remplacer, mais pour sublimer nos compétences. Ça fait. C'est beau. L'IA, ça aide à faire mieux, mais ça aide pas à faire de zéro quand on sait pas faire. Voilà. Ouais. Trop chouette. Merci pour cette petite punchline de fin. Je vous partage un petit sondage rapide là dans Livestorm parce que le questionnaire satisfaction concerne l'ensemble de la journée. Si vous avez envie de mettre une petite note là dans l'onglet sondage en bas les uns les autres sur ce que vous avez pensé de ce webinaire, ça vous permet d'avoir une petite moyenne, voilà, pour rassurer tout le monde sur le fait que nos 3 intervenants étaient bien intéressants. Merci Linda de ta présence cet après-midi. Merci aussi Valentin, merci Abiré. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de vous revoir une nouvelle fois pour Valentin avec qui on avait déjà fait des choses. C'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience d'entrepreneurs qui testent les choses, voilà, qui les mettent en application, qui ont du résultat, qui les partagent. Et j'espère que ça vous a plu à vous dans le chat, ceux qui nous ont écoutés pendant 1 heure. J'espère que ça vous donnera envie de revenir sur des événements Folie Web, que ça vous donnera envie d'aller échanger avec Valentin, Abiré, Linda sur leur profil LinkedIn ou sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à aller les retrouver. Évidemment, sur la petite page là que je vous ai mise à la fin de l'enquête de satisfaction, vous pourrez demander à les recontacter. Enfin, vous retrouverez les liens directs pour les recontacter et puis les offres de nos partenaires. Merci à tous. Guillaume. Passez un bon Merci après-midi beaucoup. et puis merci, à bientôt. Ciao, ciao.